Nous allons à présent entamer le dernier paragraphe de ce chapitre qui s'intitule Opérateurs différentiels et équations différentielles. Alors les deux notions que nous allons aborder sont très utiles dans ce cours et d'ailleurs elles le sont aussi dans les autres cours. Donc c'est très intéressant que vous les compreniez et que vous les reteniez. Alors pour les opérateurs différentiels, on va d'abord définir ce que l'on appelle l'opérateur Nabla et comme vous allez le voir par la suite, il va nous permettre d'écrire les opérateurs différentiels de manière compacte. Leur expression elle va être faite de manière vraiment compacte. Et donc son symbole c'est un delta inversé et c'est un vecteur et la base dans laquelle son expression est la plus simple c'est la base cartésienne. Et ces composantes ils sont formées tout simplement par les dérivées partielles. Et selon i, c'est la dérivée partielle par rapport à x, j, c'est la dérivée partielle par rapport à y, et selon k, c'est la dérivée partielle par rapport à z. Et vous comprenez bien pourquoi on l'appelle opérateur, parce qu'une dérivée partielle, on l'applique à une fonction, et donc Nabla, on l'applique à une fonction, et on l'appelle différentiel parce que tout simplement, ces composantes sont des dérivées partielles. Alors le premier opérateur différentiel qui nous intéresse, c'est le gradient, donc on le note grade, et on l'applique à une fonction. Alors notez bien que la fonction que j'ai prise ici, elle a trois variables étant donné que dans notre cours, généralement la position la position d'un point matériel on la repère avec trois coordonnées. Mais les définitions que l'on va donner par la suite, ils sont valables pour n'importe quel nombre de variables. Et par conséquent, donc le gradient, sa définition elle est donnée par cette expression-là. Le gradient d'une fonction f, sa composante selon i, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Sa composante selon j, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Et sa composante selon k, c'est la dérivée partielle de f par rapport à z. Et on peut transformer cette expression de la manière suivante en faisant apparaître dans cette expression tout simplement la définition de Nabla. Et d'ailleurs c'est ce qui va nous permettre d'avoir une expression compacte, donc courte. Le gradient f n'est autre que Nabla appliqué à f. Et le sens physique, on peut voir le sens physique du gradient comme suit. Les composantes, ces composantes nous donnent tout simplement les variations de f quand on fait un déplacement infinitésimal. En réalité, si vous regardez ici, la composante selon i, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, qui n'est autre que la variation de f, qui est par unité, donc de longueur selon l'axe x, de f, quand on fait une variation infinitésimale de x d'une valeur qui est égale à dx. Et la même chose aussi pour les autres composants. Et pour voir un peu plus clair, il suffit de reprendre la différentielle de f de x, y, z. Donc on sait qu'il est donné par cette expression. Et si vous regardez, ce que j'ai mis en vert n'est autre que les composantes donc, du gradient dans la base cartésienne. Et dx, dy, dz ne sont autres que les composantes du vecteur déplacement élémentaire donc dans la base cartésienne. Et donc je peux écrire cette expression-là comme le produit scalaire entre le Nabla de f et le déplacement élémentaire, ce qui revient à écrire que la différentielle de f est égale le gradient de f scalaire d de m. Alors je voudrais bien que vous reteniez cette relation, elle est très intéressante dans la mesure que comme vous allez voir par la suite, ça nous permet en fait de retrouver les expressions des composantes du gradient dans les autres systèmes de coordonnées. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet de cet exercice. Vous allez voir un peu plus clair. Donc, la première question de cet exercice, il faut réexprimer cette fois-ci le gradient dans la base cylindrique. Et le deuxième point du même exercice, tout simplement, on vous demande de réexprimer le gradient dans la base sphérique. Le deuxième opérateur différentiel que l'on va définir s'appelle la divergence et noté div. Donc la divergence d'un vecteur A de composante AX, AY, AZ dans la base cartésienne est définie par l'expression qui est donnée ici. C'est la dérivée partielle de AX par rapport à X plus la dérivée partielle de AY par rapport à Y plus la dérivée partielle de AZ par rapport à Z. Alors, vous pouvez constater ce que j'ai mis en vert ici, ce sont les composantes dans la base cartésienne de Nabla. Et AX, AY, AZ sont les composantes de A. Et par conséquent, ceci n'est autre que le produit scalaire entre Nabla et A. Alors, je voudrais attirer votre attention. La divergence, elle est définie sur un vecteur et le résultat, c'est un nombre, donc c'est un scalaire. Par contre, le gradient, il est défini sur une fonction et le résultat, c'est un vecteur. Ça, il faut un peu donc le méditer et le retenir.
Le troisième opérateur différentiel s'appelle le rotationnel, donc on le note rot avec une flèche et donc c'est un vecteur. Alors le rotationnel il est défini pour un vecteur, donc toujours A de composante AX, AY, AZ dans la base cartésienne, et il est donné par l'expression qui est là. Il peut vous paraître un peu plus long, mais ce que j'ai mis en vert, donc là toujours ce sont les composantes de nabla, et si vous calculez le produit vectoriel entre nabla et A, vous allez retrouver tout simplement l'expression que vous avez ici. Et là vous voyez l'intérêt en fait de la définition de l'opérateur nabla, parce que ça permet, donc au lieu d'avoir des expressions un peu plus longues, ça permet tout simplement de redéfinir les opérateurs différentiels de manière compacte. Et par conséquent, donc le gradient d'une fonction f c'est nabla de f, la divergence d'un vecteur a c'est nabla scalaire a, et le rotationnel d'un vecteur a c'est nabla vectoriel a. Nous allons à présent donc corriger l'exercice précédent, mais je vais me limiter seulement à la première question et donc de réexprimer le gradient dans le système de coordonnées donc cylindrique. Tout d'abord, je rappelle le vecteur déplacement élémentaire donc dans cette base, c'est d rho plus rho d phi e phi plus dzk. De même, nous avons la différentielle de f en coordonnées cylindriques, c'est la dérivée partielle de f par rapport à rho d rho plus la dérivée partielle de f par rapport à phi d phi plus la dérivée partielle de f par rapport à z dz, que je vais réécrire en mettant en bleu ciel donc les composantes du vecteur déplacement. Vous pouvez constater que ce sont ces composantes. Alors tout ce que j'ai fait, ce que j'ai changé par rapport à ici, j'ai multiplié par rho pour faire apparaître ce terme-là et divisé par rho, donc le résultat ne change pas. Or, ce terme-là, je peux le réécrire de cette façon-là. Donc, c'est le produit scalaire de ce vecteur-là par le vecteur déplacement. Donc, si je fais ce produit scalaire, j'obtiens ce résultat-là. Et donc, ça, on avait dit que c'est le vecteur, tout simplement, déplacement élémentaire dans la base cylindrique. Or, nous savons que df, comme je l'ai montré dans la diapo d'avant, et je vous ai dit de retenir la relation, vous voyez, là, c'est son utilité. En fait, df est égal à grade f scalaire d de m. D de m, et donc le terme qui est là, je peux l'identifier au gradient de f. Et par conséquent, donc le gradient de f en coordonnées donc cylindriques, c'est la dérivée partielle de f par rapport à rho, plus 1 sur rho, la dérivée partielle de f par rapport à phi au phi, plus la dérivée partielle de f par rapport à zk. Ce qui me permet d'écrire aussi nabla de cette façon-là. Et par conséquent, si je veux par exemple la divergence, si A est exprimé dans la base cylindrique et je veux la divergence de A, donc pour nabla ici, je prends les coordonnées, je la prends dans le système de coordonnées cylindriques. Alors il faut faire attention, le produit scalaire, les deux vecteurs devraient être toujours être exprimés dans la même base. La même chose ici. Donc si je veux le rotationnel de A en coordonnées cylindriques, je remplace donc nabla par cette expression là et A je le réexprime dans la base cylindrique et j'ai le résultat. Alors je vous demande de refaire la même démarche mais cette fois-ci pour les coordonnées cylindriques. Donc vous avez d de m en coordonnées cylindriques ou df en coordonnées cylindriques, ça va être la dérivée partielle de f par rapport à r dr plus la dérivée partielle de f par rapport à θ dθ plus la dérivée partielle de f par rapport à phi d phi. Et vous essayez de réécrire donc l'expression de manière à faire apparaître le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques et vous raisonnez de la même manière et vous allez déduire tout simplement l'expression du gradient dans la base sphérique et en même temps celle de nabla dans cette. Donc à présent nous allons entamer la deuxième partie de ce dernier paragraphe et qui est consacré aux équations différentielles. Alors, dans la suite, on va utiliser la notation y' à la place de dy sur dx, donc pour alléger les expressions. Alors, on commence par ce que l'on appelle une équation différentielle de premier ordre. Donc, une équation différentielle est dite de premier ordre et en plus avec second membre s'il peut se mettre sous cette forme-là. y' plus f de x, y est égal à g de x. Donc, je rappelle que y' c'est dy sur dx. Et on dit avec second membre, quand le second membre de cette équation est différent de 0. S'il est égal à 0, on dit qu'il est sans second membre. Alors, la solution générale de ce genre d'équation est la superposition de deux solutions que je vais expliquer après, la solution sans second membre et une solution particulière. Alors, pour ce qui est de la solution sans second membre YS, donc il vérifie l'équation que nous avons ici en prenant tout simplement le second membre est égal à 0. Alors, si je prends cette équation,
Donc je remplace dy sur y'S par dys sur dx et je réarrange donc les termes de manière à ce que je mets d'un côté les ys et de l'autre côté x. Donc si j'intègre, ça me donne donc la primitive de ça, c'est log de ys et l'intégrale, donc f de x de x plus une constante. Et par conséquent, je passe, donc je fais l'exponentielle des deux membres, donc exponentielle log de ys, donc sachant que l'exponentielle et le logarithme sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, donc quand on fait la composition de fonctions, ça nous donne la fonction unité. Par conséquent, l'exponentielle log de y de s est égal à y de s est égal à l'exponentielle de moins l'intégrale de f de x plus c1. Or, l'exponentielle de a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b, donc est égal dans ce cas-là exponentielle moins l'intégrale f de x fois l'exponentielle de c1. Et comme l'exponentielle de c1 c'est une constante, l'exponentielle d'une constante est une constante, donc je la remplace par c. Et la solution devient donc ys est égal à cette expression-là, où c est égal à exponentielle, donc c1. Et par conséquent, donc si on pose pour une nouvelle fois simplifier les expressions, on pose grand f de x est égal à l'intégrale de petit f de x dx, ça veut dire que grand f est la primitive de petit f, et vice versa, petit f est la dérivée de grand f. Et l'expression de la solution sans second membre prend cette forme, donc c'est c exponentielle moins f de x. Ça veut dire que la solution sans second membre, une fois que j'ai l'équation, je prends f de x, je calcule sa primitive et la solution c'est c exponentielle moins la primitive de petit f. Alors pour ce qui est de la solution particulière, soit si on a une solution particulière directement, donc on l'utilise, et dans le cas contraire, on utilise la méthode que l'on appelle la variation de la constante. En effet, on prend la solution particulière est égale à la solution sans second membre, à la différence que l'on rend la constante c dépendante de x. C'est pour ça qu'on dit variation de la constante, ça veut dire en fait la constante redevient dépendante de x. Et puisque donc la solution particulière vérifie l'équation avec le second membre cette fois-ci, donc je dérive yp, ça me donne ça, moins ça. N'oubliez pas, la dérivée de yp par rapport à x est égale à la dérivée de c par rapport à x fois exponentielle moins f de x, plus c de x fois la dérivée par rapport à x de ça. On sait que la dérivée de l'exponentielle d'une fonction est égale à la dérivée de la fonction fois l'exponentielle de cette fonction. Or, la dérivée de grand f, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dérivée de grand f c'est petit f. Et par conséquent, j'aurai ici donc moins c de x fois la dérivée de grand f par rapport à x qui est petit f, donc exponentiellement f de x. J'espère que c'est un peu clair. Alors plus, donc ce terme-là f de x fois yp est égal à ça, donc ça me donne ça, est égal à g de x. Or, si je regarde ces deux termes-là, ils s'annulent. Donc l'un est l'opposé de l'autre. Et par conséquent, j'aurai c' de x exponentiellement f de x est égal à g de x, ce qui me permet, donc en multipliant par exponentielle f de x, d'obtenir cette expression-là. Et si je l'intègre, donc c de x est égal à l'intégrale de g de x exponentielle f de x dx. Et par conséquent, donc je trouve une solution particulière. Yp est égal exponentiellement f de x, g de x, f de x dx. Alors, la même chose ici. Donc je prends f de x, je calcule sa primitive, je prends g de x, je calcule cette intégrale-là, et le résultat que je trouve ici, je le multiplie par ce résultat-là, et ça me donne la solution particulière. Et la solution générale se met sous cette forme-là, donc je somme cette expression-là avec cette expression-là, et si je mets donc exponentielle moins f de x en facteur, ça me donne c plus l'intégrale de g de x exponentielle f de x d de x. Alors, voyons voir un exemple en prenant l'exercice suivant. Donc, résoudre l'équation différentielle suivante. Donc, on voit bien que c'est une équation différentielle de premier ordre puisqu'on a la première dérivée par rapport à x et avec second membre puisque le deuxième membre de l'équation n'est pas nul. Alors, la solution, donc, on va d'abord trouver la solution sans second membre, ensuite la solution avec une solution particulière. Alors, nous avons donc f de x est égal à sinus de x, donc ce qui implique que la primitive c'est moins cosinus de x, et ce qui implique que la solution sans second membre est égale à c1 exponentiellement cosinus de x. Donc vous voyez bien qu'il suffit d'identifier petit f de x, de calculer sa primitive, et la solution sans second membre est égale à une constante fois exponentielle moins c de x, moins cos de x, moins la primitive qui est égale à ici, moins cos de x.
Alors pour la solution avec second membre, donc on identifie g de x qui est égal à sinus de x, et ce qui me donne l'intégrale de g de x exponentielle f de x de x est égal à sinus de x, je remplace g de x par sinus de x, f de x par moins cosinus de x. Or, si je regarde ça, ce n'est autre que la primitive de ça, c'est exponentielle moins cosinus de x. Si je dérive ça, ça fait moins, la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus x, donc moins avec moins, ça fait sinus, donc ça fait sinus de x exponentiellement cos de x, c'est ce que j'ai ici. Donc plus une constante. Et la solution donc particulière, donc je remplace son expression, c'est ça, je la remplace. F de x, je la remplace par moins cosinus de x, avec le moins, ça devient plus. Ensuite, ce terme-là, je le remplace par son expression, c'est C2 exponentiellement cos de x. Donc je fais rentrer ce terme-là, ça fait 1 plus C2 exponentiellement cos de x. Et la solution générale est la superposition des deux. Et ce qui me donne donc cette expression-là, que je peux réécrire de cette manière-là. Et c'est 1 plus C2, la somme de deux constantes est une constante. Et pour alléger l'expression, donc je remplace C1 et C2 par une constante K. Et la solution donc générale de cette équation est donnée par cette expression. Cette démarche, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez l'équation, vous identifiez petit f de x, vous calculez grand f de x, vous identifiez g de x, vous calculez ce terme-là, et la solution, donc sans second membre, vous l'obtenez. La solution particulière, vous l'obtenez, vous faites la somme des deux, vous faites des factorisations si on a, et vous aboutissez donc à la solution générale. Alors maintenant, il y a un autre cas pour les équations différentielles de premier ordre, c'est des équations que l'on appelle à variables séparées. En fait, si dans l'équation, on arrive à mettre d'un côté les y et de l'autre côté donc les x, donc l'équation différentielle à variables séparées est généralement de cette forme-là. Alors dans ce cas-là, il suffit tout simplement, donc je remplace ici y' par dy sur dx. Dx, je le fais passer au deuxième membre, donc ça me donne cette expression-là. Et là, j'intègre tout simplement, ça me donne donc la résolution de cette équation. Me donne la primitive comme résultat, donc c'est la primitive de f qui est là, est égale à la primitive de petit g donc, qui est là, plus une constante. Nous allons maintenant voir les équations différentielles de second ordre à coefficient constant. Donc une équation différentielle est dite à second ordre à coefficient constant s'il peut se mettre sous la forme suivante: a y seconde plus b y' plus c y est égal à f de x. Alors, elle est de second ordre parce qu'il comporte la dérivée seconde de y par rapport à x. Rappelons qu'une équation différentielle de premier ordre ne comporte que la dérivée première. Et à coefficient constant, ça veut dire que les coefficients que nous avons ici, ils ne dépendent pas de x. Alors, avant d'entamer la solution, je voudrais tout simplement vous dire que c'est une équation différentielle qui est très importante dans ce cours, parce qu'à chaque fois que l'on va appliquer le principe fondamental de la dynamique pour retrouver l'équation du mouvement serait sous cette forme-là. Et d'ailleurs, on va toujours ramener l'équation du mouvement de manière à ce que les coefficients qui sont devant y seconde, y' et y soient des coefficients constants. Et par conséquent, la démarche de la résolution de cette équation que je vais vous proposer par la suite, elle est très fondamentale et importante. Il faut vraiment que vous la reteniez, parce que si vous la retenez pas, vous pouvez pas retrouver l'équation de la trajectoire du mouvement d'un point matériel, puisque cette équation-là serait la solution donc de cette équation différentielle. Donc reprenons. Alors la solution générale, c'est la superposition, ça veut dire la somme de la solution sans second membre et de la solution particulière. Alors cette fois-ci, la solution sans second membre, on la cherche de manière à ce qu'il soit sous cette forme-là, donc exponentielle lambda x. Donc il reste tout simplement à retrouver l'expression de lambda. Alors puisque dans l'équation différentielle de second ordre, nous allons avoir besoin de la dérivée première, donc de ys pardon, qui est égale à ça. La dérivée seconde, donc, est égale à lambda carré exponentielle lambda x, et ys est solution sans second membre. Donc s'il vérifie cette équation-là, je remplace donc y seconde s par cette expression-là, y' s par cette expression-là, et ça me donne l'expression suivante. Et donc j'ai exponentielle lambda x, exponentielle lambda x, exponentielle lambda x. Donc je peux simplifier par exponentielle lambda x, car celle-ci n'est jamais nulle. Et donc je me retrouve avec une équation de second degré à résoudre dont l'inconnu est lambda. Et comme vous savez, la résolution de ce genre d'équation, on calcule d'abord le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac, et nous avons trois cas de figure. Si delta, c'est le discriminant est supérieur strictement à 0, donc cette équation-là
possède deux racines réelles que je note ici par lambda plus qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et lambda moins qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et la solution donc sans second membre est la superposition donc des deux a exponentielle lambda moins x plus b exponentielle lambda plus x. Alors a et b ce sont des constantes d'intégration et on les détermine avec les conditions initiales. Si delta est égal à 0, nous avons une double racine, ou une racine double, donc lambda 0, donc les deux racines en fait sont égales, et sont égales à moins b sur 2a, et la solution particulière dans ce cas-là, on la prend de cette forme-là, a plus bx exponentielle lambda 0x. Alors, et a et b, au même titre qu'ici, donc sont tout simplement déterminés à partir des conditions initiales. Par contre, si delta est inférieur strictement à 0, donc nous avons deux racines complexes, et donc lambda plus qui est égal à moins b plus i racine de moins delta. N'oubliez pas que si delta est négatif, moins delta est positif, donc la racine carrée est définie. Donc la racine lambda moins est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et lambda plus est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Que je peux écrire, vous voyez bien que j'ai ici la partie réelle alpha qui est égal à moins b sur 2a. Et plus ou moins i, et la partie imaginaire bêta, je la prends est égale à racine de moins delta sur 2a. Et par conséquent, donc la solution sans second membre peut se mettre dans le cas où le discriminant est négatif, strictement inférieur à 0, donc c'est égal à exponentielle alpha de x fois a exponentielle i bêta de x plus b exponentielle moins i bêta de x. Alors n'oubliez pas que l'exponentielle d'un nombre complexe n'est autre qu'une fonction sinusoïdale, donc on aurait pu écrire aussi ça comme a cosinus ou sinus de bêta x moins phi. La solution générale est égale à la somme de la solution sans second membre et de la solution particulière. Donc je rappelle que la solution sans second membre, il prend soit cette expression-là si le discriminant est strictement positif, ou bien celle-ci si le discriminant est nul, ou bien celle-là si le discriminant est négatif. Et pour ce qui est de la solution particulière, il n'y a pas donc de méthode générale comme c'est le cas pour l'équation donc différentielle de premier ordre. Donc il faut trouver directement une solution particulière qui vérifie cette équation là et de la rajouter à la solution sans second membre, et ça vous donne la solution générale. Et donc on arrive au terme du premier chapitre.